Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, nous continuons à la page 4b. Juste avant les deux points, on complète quelque chose et après, on ira jusqu'aux deux points en bas de la page 4b. Alors, la Gemara pose la question au sujet du morceau de pain qui est tombé sur un vêtement qui est impur. La Gemara nous dit a priori, pourquoi d'après Chizkiya, on dit que le morceau de pain reste pur. Pourtant, on est dans un cas de doute, un cas de safek, et on sait très bien que safek tum'a bioshut hayachid, tahor, safek tum'a bioshut hayachid, tamé. Lorsqu'on est dans un doute de tum'a dans le domaine privé, eh bien on va vers la rigueur et on rend la chose impure. Alors pourquoi ici Chizkiya ne craint pas ce klal, ne craint pas cette généralité? Mais a priori, Chizkiya ici nous dit Safek tum'a b'yeshut hayachid tahor, mais normalement Safek tum'a b'yeshut hayachid, ça doit être tamé. Nous dit la Gemara deux réponses. Première réponse, eh bien parce que ici il s'agit d'ava she'en da'ato li'ishael, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un homme qui est rentré dans ce cas et qui a quand est-ce qu'on dit que ça fait que tamé b'yeshut hayachid tamé, lorsqu'on a un doute sur quelque chose qui est dans le domaine privé, alors là on dit que c'est impur. Eh bien c'est à partir du moment où il y a quelqu'un qui est entré et qui a fait en quelque sorte un acte. Alors là on peut dire oui, on peut supposer qu'à cause de cet acte, eh bien il y a eu ça a déclenché en fait une situation d'impureté. La preuve, la femme soupçonnée, puisqu'on a bien dit la dernière fois que c'est de la femme soupçonnée, de la femme sota, que nous déduisons cette généralité, que ça fait que tamé b'yeshut hayachid, tamé. Et donc là-bas, nous dit la Gemara, il y a une action préméditée d'un homme. Alors entre parenthèses, on ne va pas rentrer dans les détails, mais a priori, en quoi ça répond à notre question? Quand on analyse le cas du morceau de pain qui est peut-être tombé à côté du vêtement impur, souvenez-vous, on avait dit que c'est un homme qui est entré et qu'il a peut-être fait tomber à côté parce qu'il a pris en considération la probabilité que le morceau de pain tombe sur l'habit impur et que l'habit impur rende le morceau de pain impur lui aussi. Donc au final, là aussi il y a une action, l'action d'un homme. Donc quelle différence il y a entre la femme sota où il y a eu l'action d'un homme et c'est pour cela que là-bas on rend la chose impure, et l'action de l'homme dans le cas du morceau de pain qui est intervenu, et malgré tout, d'après Chizkiya, ça reste toujours pur. Mais on laisse la question en suspens et on passe à la deuxième réponse. Donc, d'après la première réponse, eh bien, la différence, c'est qu'on ne dit le klal, ça fait que tout b'yeshut hayachid tamé, lorsqu'on est dans le doute de quelque chose qui est peut-être devenu impur, on le rend impur uniquement lorsqu'il y a eu l'action de l'homme. Deuxième réponse, il s'agit ici d'un vêtement qui est impur simplement d'une impureté d'ordre rabbinique et non pas d'une impureté d'ordre toranique. Et là, ça change tout. Dans ce cas-là, bien sûr, on ne peut pas comparer le cas d'un habit qui est impur, d'impureté d'ordre rabbinique, avec le cas de la sota, qui elle est une impureté d'ordre toranique, puisque c'est la Torah qui nous dit qu'elle doit se séparer de son mari jusqu'au moment où elle boit les maïm améhareri. Donc la différence est bien claire, et d'après ces deux réponses, la Gemara apporte la réponse à la question pourquoi Chizkiyahu ne craint-il pas, Chizkiya ne craint-il pas ne ressent pas le besoin de sévir dans le cas du morceau de pain qui est tombé sur un vêtement impur. Dernier point avant de continuer, la Gemara nous dit que il en est de même pour une aiguille qui se serait rouillée et donc qui n'a plus le titre d'aiguille, elle n'a plus ce qu'on appelle Torat Kli Aleha, ou bien encore un reptile qui aurait été brûlé. Et donc, là, qu'est-ce qu'on dit? Dans le cas de l'aiguille qui est rouillée, ou bien dans le cas du reptile
qui est brûlé, qui serait tombé éventuellement, qui serait entré en contact avec quelque chose d'impur, eh bien là, automatiquement, étant donné qu'il n'y a pas, que ce n'était pas dans le passé une aiguille normale, ou bien que ce n'était pas un reptile normal, eh bien automatiquement, là, il n'y a pas d'impureté, car l'impureté, eh bien, peut être véhiculée uniquement lorsqu'il s'agit d'un cli, d'un ustensile normal, donc une aiguille qui n'est pas rouillée, ou bien d'un reptile qui n'est pas brûlé. Voilà pour jusqu'aux 2 points. Maintenant, on revient à la Mishnah, et la Gemara nous dit, alors, souvenez-vous, on avait vu une marloquette entre Shammai, qui lui dit que il ne faut déclarer la femme impure uniquement que à partir du moment où elle s'est rendue compte qu'elle est devenue impure, puisque elle aperçoit du sang à l'extérieur de son corps, tandis que d'après Hillel et Chachamim, eh bien, il faut remonter en arrière dans le temps. Combien il faut-il remonter en arrière dans le temps? Eh bien, d'après Hillel, jusqu'à la dernière vérification, même si cette dernière vérification a été effectuée il y a 72 heures. Viennent Chachamim et disent Lo kedivrézé, velo kedivrézé. Et là, Me'aet le'et memaetet aliad mipkida lepkida, ou mipkida lepkida memaetet aliad me'et le'et. Donc, ce que ça veut dire, nous disent Chachamim, on va au grand maximum à 24 heures en arrière. C'est-à-dire, oui, on craint que la femme ait été, soit devenue impure avant le constat actuel, mais on ne va pas remonter dans le temps jusqu'à 72 heures. Au grand maximum, on va remonter jusqu'à 24 heures en arrière. Et au minimum, eh bien, on va remonter jusqu'à la dernière vérification qui a été effectuée avant, dans cette tranche horaire de 24 heures. Donc c'est ou 24 heures ou bien la dernière vérification. Donc ça peut être 12 heures. D'après cela, nous disent les Chachamim, deuxième étape, c'est grâce à cela que les Chachamim, comme c'est ramené dans la Mishnah à la page 11a, eh bien là-bas il est écrit que les Chachamim ont institué pour chaque femme de se vérifier le matin et le soir. Le matin, afin de définir ce qui s'est passé avec les théarotes qui auraient été touchés durant la nuit précédente, et le soir, afin de déceler une éventuelle impureté qui se serait déclarée durant la journée précédente. Donc le matin pour la nuit précédente et la nuit pour la journée précédente. Donc au final, eh bien, les Chachamim ont décrété de faire une vérification le matin, une vérification le soir. Et là, la Gemara, pendant une demi-page, va nous dire, en effet, en quoi cette chose, ce nouveau décret, cette takana, peut être utile. Alors elle nous dit oui, ça va être utile pour la personne qui a fait une vérification, par exemple, à minuit pile et qui a vu du sang à midi pile. Alors là, on est 12 heures rétroactivement, on revient 12 heures en arrière, et là, bien évidemment, là, on a une période de 12 heures. Mais, quel sera le din lorsque la femme, par exemple, a fait une vérification le matin à 6 heures du matin, et que 3 heures après, à 9 heures du matin, elle ait vu du sang? Eh bien là, nous disent les Chachamim, on remonte en arrière dans le temps jusqu'à la dernière vérification, et on dit que c'est au moment de cette dernière vérification où elle s'est trouvée encore pure. C'est à partir de ce moment-là, tout de suite après cette vérification, qu'elle est devenue impure. Donc, au final, conclusion, même d'après Chachamim, on remonte en arrière dans le temps, mais on va remonter uniquement que jusqu'à la dernière vérification. Encore une fois, dans le but de minimiser un maximum le temps mort pendant lequel nous sommes dans le doute, nous ne savons pas si la femme est toujours pure ou bien est-ce qu'elle est devenue impure. Donc c'est vrai qu'il faut remonter dans le temps, comme on l'a prouvé avec tellement d'exemples durant toutes ces pages, mais au grand maximum, le temps qui va être décisif, eh bien, c'est le temps de la dernière vérification. Maintenant, après cela, les Chachamim ont vu qu'ils ont décrété qu'il fallait vérifier le matin et qu'il fallait vérifier le soir. Seulement, il y a certaines femmes qui ont volontairement
qui ne se sont pas vérifiées le matin ou le soir. On parle bien sûr tout ça à l'époque du Beth Amikdash. Et là, les Chachamim ont dit, eh bien, troisième étape, il va falloir taxer une femme qui a en quelque sorte, qui a sauté sur une, qui n'a pas effectué la vérification. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de retourner, on a dit normalement 12 heures en arrière, eh bien là, on va retourner plus que 12 heures en arrière, on va retourner même encore une autre ona, c'est-à-dire en plus des 12 heures, encore 6 heures. Et donc, parfois, eh bien, ça peut arriver jusqu'à 18 heures en arrière. Mais les Chachamim ont vu, au final, et c'est la dernière et quatrième étape, eh bien, ils ont vu qu'il y avait des femmes qui étaient choteniskar, qui avaient volontairement sauté la vérification, par exemple, du matin, et qui s'empressaient de faire une vérification pour ne pas devoir s'interdire à leur mari. Et donc, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a des femmes qui ont volontairement annulé la vérification du matin ou du soir et qui, au final, vont attendre moins de temps qu'une femme qui a annulé la vérification par inadvertance, parce que celle-là, eh bien, celle qui a fauté, elle va s'empresser de vérifier, parce qu'elle sait que si elle vérifie maintenant, eh bien, on va retourner en arrière dans le temps jusqu'à sa dernière vérification. Et une autre femme qui a oublié de se vérifier le matin et qui a malheureusement laissé traîner parce qu'elle n'a pas eu le temps de se vérifier de nouveau. Et au final, elle va devoir attendre plus d'heures que celle qui a fauté volontairement. Donc au final, les Chachamim ont dit, on va instituer une seule heure, 24 heures au final, pour ne pas faire de distinction entre telle femme ou telle femme, et au moins c'est quelque chose de précis, 24 heures simplement, et nous sommes arrivés aux 2 points. Merci pour votre attention, et à la prochaine fois.